Ce que vous allez entendre n'est pas une simple révolte, c'est une révolution. L'Afrique vient de briser le pilier secret qui soutenait l'ordre mondial. Il y a quelques jours, sous les dorures glaciales de l'Assemblée générale des Nations unies, un événement historique a eu lieu. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a pris la parole. Son discours a traversé les murs feutrés de la diplomatie mondiale comme la foudre, perçant le silence complice des puissants. Ce n'était ni une plainte supplémentaire, ni une protestation ordinaire. C'était un acte radical, un point de bascule pour un continent trop longtemps tenu en laisse. Face aux représentants de 193 pays, Traoré a annoncé la fin de la soumission africaine. L'Afrique ne pliera plus jamais le genou, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Il a dénoncé un système d'exploitation qui dure depuis plus de 70 ans, des dettes construites pour asservir, des intérêts impossibles à rembourser, des conditionnalités qui étranglent les peuples, des milliards de dollars siphonnés chaque année vers un Occident rassasié. Mais ce jour-là, la rupture est devenue irréversible. D'une voix claire, Traoré a proclamé « Nous ne devons rien, nous ne paierons plus rien, nous récupérons ce qui nous appartient ». Ce n'était pas une menace en l'air. Cette déclaration ouvre la voie à une souveraineté totale, économique, militaire, technologique et culturelle. Désormais, chaque décision, chaque ressource, chaque ambition sera guidée par les intérêts de l'Afrique et non plus dictée de l'extérieur. Ce moment, passé presque inaperçu dans les médias occidentaux, marque un séisme dans l'architecture du monde. Imaginez la chute d'un système qui privait les Africains de leur prospérité, la promesse de récupérer des centaines de milliards de dollars, la perspective de bâtir un futur où la dignité ne sera plus jamais négociable. Pour l'Occident, c'est un coup de tonnerre. Perte d'accès à des ressources vitales, fin d'une domination confortable, et obligation de repenser leur place sur l'échiquier global. Ce n'est pas un simple discours. C'est un acte fondateur. C'est le détonateur d'un nouvel ordre mondial. L'Afrique, unie et autonome, s'apprête à imposer ses propres règles et à dicter le rythme de l'avenir. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la portée de ce moment, il faut remonter aux origines de cette domination invisible. Pendant plus de 70 années, l'Afrique a vécu sous une occupation invisible. Une domination sans uniforme ni soldats, mais dont les chaînes étaient un bien réel. L'Organisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont longtemps été présentés comme des alliés du progrès. Mais dans l'ombre, ces institutions ont tissé une toile d'endettement et de dépendance plus implacable que la colonisation elle-même. Les dettes imposées n'étaient donc pas des opportunités, mais des pièges. Elles ouvraient la porte à des programmes d'ajustement structurels qui exigeaient des sacrifices inhumains, coupes massives dans l'éducation, la santé, les infrastructures. Les écoles se sont vidées, les hôpitaux ont manqué de tout, les routes sont restées défoncées. L'austérité était présentée comme une solution, alors qu'elle était le symptôme même du mal. Prenons l'exemple du Mali dans les années 90. Sous la pression du Fonds monétaire international, le gouvernement a été contraint de réduire de moitié les dépenses publiques en 3 ans. Cette décision a entraîné la fermeture de centaines d'écoles primaires en zone rurale, privant une génération entière d'accès à l'éducation. En 30 années, l'Afrique a versé plus de 1800 milliards de dollars en remboursement d'intérêts et de capital, alors que la dette initiale n'était que de 400 milliards. Malgré ce flux massif, le continent a été maintenu dans une position de débiteur éternel, écrasé par une dette qui ne se résorbe jamais. Pour chaque dollar emprunté, l'Afrique en a rendu plus de 4. Mais le piège s'est refermé. Chaque année, les intérêts s'accumulent, plus vite que les paiements. Les taux se resserrent. L'autonomie devient impossible, la dépendance s'enracine, l'avenir se brouille. Des centaines de milliards de dollars quittent l'Afrique, année après année, pour remplir les coffres de créanciers occidentaux. Les ressources du continent, le fruit du travail de ces peuples, s'évaporent. La misère s'installe, malgré les promesses d'aide internationale. Ce système n'a jamais été un moteur de développement. Il a liquidé les industries nationales, bradé les terres, condamné la jeunesse à l'exil ou à l'oisiveté. Sous couvert d'assistance, l'Afrique a été maintenue sous tutelle, ses ressources livrées sans réserve à d'autres puissances. L'exemple du Nigeria est frappant. Dans les années 2000, malgré des exportations pétrolières colossales, la majorité de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Les profits du pétrole, extraits par des multinationales, s'évaporaient un temps vers l'étranger, laissant derrière eux des villages sans électricité et des familles sans accès à l'eau potable. Tant que ces mécanismes ne seront pas exposés et dénoncés, le mythe de l'aide salvatrice servira de paravent au pillage continu.
Les peuples africains resteront piégés dans un cycle où la pauvreté est imposée et la dépendance institutionnalisée. Mais aujourd'hui, ce silence prend fin. À la tribune des Nations Unies, une voix s'élève pour briser ce cycle, celle du président Ibrahim Traoré. Tous les accords, toutes les dettes, toutes les conditions occidentales, rejetées d'un seul geste. En prononçant ces mots devant l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai fait basculer l'histoire. Ce jour-là, les chefs d'État de 54 nations africaines, unis pour la première fois, ont signé une déclaration commune. Nous rejetons intégralement toutes les dettes contractées auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des institutions occidentales. Aucun remboursement, aucun compromis. Désormais, plus aucun chantage, plus aucune négociation sous la menace ne sera tolérée. Le système d'asservissement est aboli, sans appel, sans retour. Notre dette, calculée selon vos règles iniques, n'a plus de réalité pour nous. Les chaînes sont brisées, sous les yeux du monde entier, et cette rupture est irréversible. Mais nous ne nous sommes pas contentés de dire non. Immédiatement, nous avons posé les fondations d'un nouvel ordre. Une union monétaire africaine est née, rassemblant toutes nos économies autour d'une monnaie unique, adossée à notre or. Fini le franc CFA, fini les monnaies imposées par des puissances étrangères. Nous possédons des milliers de tonnes d'or, extraites de notre sol, sécurisées dans nos réserves, et cette richesse donne à notre monnaie une valeur réelle et inattaquable. Souvenons-nous de l'histoire du franc CFA. Créé en 1945, il a permis à la France de contrôler la politique monétaire de 14 pays africains pendant plus de 7 décennies. Les réserves de change de ces pays étaient bien déposées à la Banque de France, privant les États africains de la liberté d'investir selon leurs besoins. Avec l'Union monétaire africaine, ce scénario appartient désormais au passé. Désormais, ce ne sont plus les banques de Paris, de Londres ou de Washington qui dicteront notre avenir, mais la puissance concrète de l'Afrique entre les mains des Africains. Nous reprenons le contrôle de notre destin, sans permission ni tutelle. Dans la foulée, nous avons annoncé la nationalisation totale de nos ressources naturelles. Pétrole, uranium, cobalt, cacao, coton, diamants. Plus aucune entreprise étrangère ne contrôle nos trésors. Les concessions bradées, le pillage organisé prennent fin. Chaque baril de pétrole, chaque once d'or, chaque kilogramme de minerai appartient désormais à nos peuples, et à eux seuls. Prenons l'exemple du Niger, qui détient l'une des plus grandes réserves d'uranium du monde. Pendant des décennies, des entreprises étrangères ont extrait ce minerai stratégique, payant des taxes dérisoires alors que les villages voisins restaient sans électricité. Aujourd'hui, l'État nigérien contrôle l'exploitation, négocie des contrats équitables et réinvestit les profits dans la construction d'écoles et de centres de santé. Nos richesses, évaluées à des centaines de milliards de dollars investis par les Africains, serviront à bâtir notre avenir. Infrastructures, éducation, santé, recherche. Nous ne demandons plus d'aide, nous nous appuyons sur notre force collective. Nous rompons avec la dépendance pour choisir le développement souverain. Pour garantir cette liberté nouvelle, une série d'accords intra-africains a été scellée en quelques heures. Commerce, circulation des personnes et des idées, transfert de technologies, défense commune. Notre union dépasse l'économie. Désormais, les marchandises circulent librement entre Lagos, Dakar, Nairobi et Johannesburg. Nos ingénieurs, nos chercheurs, nos militaires coopèrent sans tutelle extérieure. Regardons l'exemple de la région des Grands Lacs. Grâce à la suppression des barrières douanières, le commerce entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda a doublé en 5 ans, générant une croissance sans précédent et stabilisant une zone autrefois minée par les conflits. L'Afrique devient actrice de son destin. Nous décidons entre Africains, pour les Africains, par les Africains. Notre unité fait notre force, notre solidarité sera notre armure. Le monde entier retient son souffle. Le succès de cette rupture décidera si l'Afrique peut enfin sortir de l'ombre de la dépendance et devenir une puissance souveraine. Nous ne tournons pas la page, nous écrivons un nouveau chapitre dont nous sommes l'auteur, le héros, le maître. Mais l'Occident ne capitule pas sans combattre. Déjà les menaces grondent, les sanctions se préparent, les chantages s'organisent. La riposte sera féroce et le bras de fer ne fait que commencer. Tandis que les premières sanctions frappent, et que la tension monte, l'Afrique doit prouver que son unité n'est pas qu'un symbole. Chaque nation, chaque dirigeant doit choisir, résister ensemble ou risquer l'isolement et la division. Le monde se divise. Qui perd, qui gagne? L'interrogation a frappé comme un coup de tonnerre dans les couloirs de l'ONU, à peine le discours d'Ibrahim Traoré terminé. L'Occident, pris de court et mis à nu, a riposté avec une brutalité rare, sanctions économiques immédiates, menaces de poursuites contre les chefs d'État africains,
suspension des accords commerciaux, rappel d'ambassadeurs. Le message était sans détour. Toute volonté de briser la domination occidentale serait punie d'un isolement radical. Mais l'Afrique n'a pas cédé. Au contraire, elle a réagi avec une rapidité qui a surpris le monde. Dès la première semaine, Pékin, Moscou, New Delhi et la quasi-totalité du Sud global ont déclaré leur soutien. Ils ont proposé de nouveaux pactes technologiques, militaires et financiers, prêts à remplacer les liens rompus avec l'Occident. On peut comparer ce moment à la conférence de Bandung en 1955, lorsque les nations du tiers-monde s'étaient unies pour revendiquer leur indépendance face aux blocs de l'Est et de l'Ouest. Mais aujourd'hui, la solidarité va plus loin. Elle s'appuie sur des alliances économiques et technologiques concrètes, non sur de simples déclarations de principe. En moins de 2 ans, les échanges commerciaux Afrique-Sud global ont presque triplé, tandis que les investissements occidentaux chutèrent à un niveau historiquement bas. Les flux de capitaux, les transferts de technologies, la coopération militaire se sont réorientés vers le continent africain. Les résultats sont apparus aussitôt, alors que l'Europe et l'Amérique du Nord sombraient dans la récession, enregistrant une contraction économique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs pays africains dépassaient une croissance annuelle de 8%. L'industrie africaine, portée par un accès direct aux matières premières et à l'innovation, créait des millions d'emplois. Le taux de pauvreté reculait pour la première fois depuis 50 ans et la malnutrition diminuait visiblement. Prenons l'exemple du Ghana qui a investi dans la transformation locale du cacao. En créant des usines de chocolat et en formant une main-d'œuvre qualifiée, le pays a multiplié par 5 ses recettes d'exportation, tout en offrant des emplois stables à sa jeunesse. Ce modèle inspire aujourd'hui plusieurs autres pays du continent. Face à ce renversement, l'Occident a durci le ton. À l'ONU, des discussions ont surgi pour réclamer la suspension, voire l'exclusion du droit de vote africain dans certaines instances. Mais la pression du Sud global a inversé la dynamique. De nouveaux blocs ont exigé la refonte du Conseil de sécurité, la fin du monopole des anciens empires coloniaux et l'octroi d'un siège permanent à l'Afrique. Du jour au lendemain, la légitimité mondiale a semblé basculer. Dans les médias, les universités, les forums économiques ont débattu du modèle africain, comme d'une alternative incontournable. Les opinions publiques, partout, se sont mises à remettre en cause l'ordre établi depuis le siècle dernier. Jamais depuis la chute des empires coloniaux, l'Occident n'avait connu un tel recul. Jamais l'Afrique n'avait connu un tel essor. Les enjeux sont devenus vitaux. Le destin économique de 2 continents, la crédibilité de l'ordre international, se joue pour désormais dans ce bras de fer inédit. Mais derrière l'euphorie et la colère, chacun sent que l'équilibre reste fragile. Un nouveau monde s'ouvre, mais il n'est pas sans risque ni incertitude. La souveraineté n'est pas une abstraction. Elle s'incarne, ici et maintenant, par des gestes concrets et collectifs. La première clé, c'est l'éducation. Refondre nos programmes scolaires, transmettre notre histoire véritable, nos valeurs, nos langues, pour que chaque enfant africain grandisse fier de ce qu'il est. Connaître nos racines, célébrer nos héros, voilà le socle d'une identité inébranlable, première arme contre l'aliénation. En Afrique du Sud, le programme Reclaim Our History a permis de réintroduire l'histoire précoloniale dans les manuels scolaires. Les élèves découvrent les grands empires du passé, comme le royaume du Mali ou la civilisation du Zimbabwe, et apprennent à s'identifier à leurs ancêtres bâtisseurs. La seconde clé, c'est la technologie. Héberger nos données en Afrique, développer nos propres applications, maîtriser nos réseaux. Cela signifie choisir des outils locaux, former des ingénieurs et des codeurs, soutenir des inventions adaptées à nos besoins. Refuser que notre avenir numérique soit dicté de l'étranger, c'est protéger notre intimité et notre souveraineté. Prenons l'exemple de la fintech nigériane. En quelques années, des startups comme Flutterwave et Paystack ont révolutionné le secteur bancaire, facilitant les transactions pour des millions d'Africains. Ces entreprises, nées sur le continent, prouvent qu'il est possible de créer des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. L'indépendance économique ne sera réelle que si l'Afrique transforme ses matières premières sur son propre sol. Il faut bâtir des usines, encourager l'artisanat, consommer des biens conçus et fabriqués ici. Pour chaque produit local, ce sont des emplois créés, des devises préservées, une richesse qui ne s'envole plus. Notre plus grande richesse, ce n'est pas ce que nous extrayons, mais ce que nous décidons d'en faire. Aucun gramme de ressources ne doit partir sans avoir été transformé, sans que sa plus-value ne bénéficie d'abord à l'Afrique.
Les États ont le devoir de taxer les exportations brutes, d'investir dans les filières de transformation et de soutenir les entrepreneurs africains. Le Rwanda, par exemple, a investi massivement dans la transformation du café. En 15 ans, il est passé d'exportateur de matières premières à producteur de café de spécialité, créant des milliers d'emplois et quadruplant ses recettes d'exportation. Face aux pressions et aux menaces, la résistance ne pourra être que collective. Mutualiser nos savoirs, forger des alliances, partager nos informations stratégiques, renforcer nos armées, mener une diplomatie offensive, chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque institution doit devenir le rempart de notre souveraineté. Pour cela, l'Union africaine a lancé un programme de mutualisation des ressources militaires inspiré du modèle européen de défense intégrée. Les premiers résultats le sont encourageants. Des brigades mixtes protègent les frontières sensibles et interviennent lors de crises majeures, comme l'a montré la gestion conjointe de la crise au Sahel. Mais le danger veille. Si nous manquons ce rendez-vous, si nous hésitons, la souveraineté restera un mirage, aussi fragile qu'une promesse trahie. L'histoire est là pour nous rappeler que la vigilance ne s'endort jamais. Pourtant, la proclamation seule ne suffit pas. Il faut maintenant affronter les obstacles qui se dressent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quels sont ces obstacles ? D'abord, la tentation de la division. L'histoire regorge d'exemples où les grandes unions se sont effondrées sous le poids des égoïsmes nationaux. Les États-Unis d'Amérique, au XIXe siècle, ont failli se déchirer lors de la guerre de sécession. Seule une volonté politique farouche a permis de préserver l'union. En Afrique, la diversité des langues, des cultures et des intérêts économiques peut être une force, mais aussi une source de fragmentation. Pour éviter ce piège, il est essentiel d'instituer des mécanismes de résolution des conflits, d'encourager le dialogue interculturel et de promouvoir une gouvernance transparente. Ensuite, il y a la question de la corruption, qui ronge les institutions et sape la confiance des citoyens. Des initiatives existent, comme la création d'agences anticorruption indépendantes en Afrique de l'Est, mais elles doivent être généralisées à l'ensemble du continent. Enfin, la pression extérieure demeure forte. L'exemple de l'Iran, soumis à des sanctions internationales depuis des décennies, montre que la résilience s'acquiert par la diversification des partenariats, l'innovation locale et la mobilisation populaire. Pour renforcer la souveraineté, des mesures concrètes s'imposent. Premièrement, créer un fonds souverain africain, alimenté par les recettes des ressources naturelles, pour financer les grands projets d'infrastructure et soutenir la recherche scientifique. Le modèle norvégien, qui a permis à la Norvège de devenir l'un des pays les plus prospères du monde grâce à la gestion transparente de ses revenus pétroliers, peut inspirer l'Afrique. Deuxièmement, développer des universités d'excellence sur tout le continent, capables de rivaliser avec les meilleures institutions mondiales. Former des élites scientifiques, des ingénieurs, des experts en intelligence artificielle et en biotechnologie sera la clé pour bâtir une économie du savoir indépendante. Troisièmement, instaurer une politique agricole commune visant l'autosuffisance alimentaire. En investissant dans l'irrigation, la mécanisation et la formation des agriculteurs, l'Afrique pourra nourrir sa population et exporter ses surplus, réduisant sa dépendance aux importations. Quatrièmement, promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Des études montrent que les entreprises dirigées par des femmes génèrent plus d'emplois et investissent davantage dans l'éducation et la santé de leur communauté. Soutenir les femmes entrepreneurs, c'est accélérer la transformation structurelle du continent. Cinquièmement, renforcer les médias africains pour protéger la souveraineté de l'information. Créer des réseaux de télévision, de radio et de presse en ligne capables de rivaliser avec les géants mondiaux, c'est affirmer la voix du continent et déconstruire les stéréotypes véhiculés par l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique a brisé le silence. Ce n'est pas seulement un discours à la tribune des Nations Unies. C'est un cri de dignité, une alerte à la responsabilité. Pour la première fois en plus de 70 ans, une voix africaine a défié l'ossature même du pouvoir mondial. Elle a exposé, sans détour, les rouages de l'exploitation et revendiqué une souveraineté totale, sans concession. Ce moment n'est pas un simple rejet du passé. C'est l'aube d'un nouvel ordre. L'Afrique ne se contente plus d'exister aux marges. Elle s'affirme au centre, moteur décisif du changement global, arbitre de son destin. Refuser de s'engager, c'est risquer de refermer une fenêtre qui ne s'ouvre qu'une seule fois par siècle. L'inaction, aujourd'hui, c'est consentir au retour de la soumission, à la disparition de centaines de milliards de dollars, à la stagnation de générations entières. Ce combat ne concerne pas qu'une élite ou quelques chefs d'État. Il appartient à chaque Africain,
dans chaque ville, chaque village, chaque communauté de la diaspora. Il exige vigilance, mobilisation dans l'économie, l'éducation, la technologie, la culture, la défense. L'histoire ne pardonne jamais l'indifférence. Observer la révolution de loin, c'est risquer de se réveiller demain dans un monde qui nous a effacés. Ne pas agir, c'est laisser d'autres écrire notre histoire à notre place. Désormais, l'Afrique ne demande plus la permission. Elle pose ses propres conditions, construit ses alliances, impose ses règles et protège ses intérêts. Mais cette souveraineté restera fragile si nous cessons de la défendre, si nous baissons la garde face aux nouvelles formes de domination, qu'elles soient économiques, numériques ou culturelles. Le monde n'a plus le choix, il doit composer avec l'Afrique. L'Occident devra accepter de traiter d'égal à égal, ou se résigner à disparaître du nouveau jeu mondial. Aujourd'hui, nous avons conquis le droit de parler. Demain, il nous faudra prouver que nous savons agir. La révolution ne s'arrête pas à un discours. Elle s'enracine dans chaque décision, chaque engagement, chaque refus de l'inacceptable. Alors quel sera ton choix? Rester spectateur ou devenir acteur? Subir l'histoire ou la façonner? Pour conclure, n'oublions jamais que chaque révolution commence par un rêve, mais se réalise par l'action. L'Afrique a entamé sa marche vers la souveraineté totale. À chacun de nous d'y prendre part pour que demain ne soit plus jamais écrit sans nous.